Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Syrie, de son état quelques mois après la chute du régime de Bachar al-Assad et de ses perspectives. J'ai le plaisir de recevoir Wassim Nasr, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes et notamment de la Syrie. Vous êtes allé notamment depuis la chute de Bachar en décembre, où vous avez rencontré le nouveau pouvoir et notamment Ahmed al-Shara. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour, merci. Je veux dire, l'idée de cette émission, c'est vraiment de profiter d'une relative accalmie, de quelques jours, quelques semaines dans l'actualité, que les projecteurs ne soient pas tous braqués sur la Syrie parce qu'il s'est passé quelque chose de catastrophique. Donc sortir un peu de cette temporalité de temps court un peu frénétique pour essayer de voir un peu à tête reposée quelles sont les perspectives, comment ça se place en ce moment dans le pays. Et évidemment, il va se repasser quelque chose de catastrophique en Syrie, probablement. Les probabilités sont là. Mais l'idée, c'est vraiment de déployer un peu l'analyse hors de cette temporalité qui est souvent un peu frénétique sur ce pays où beaucoup de choses ont changé quand même en quelques semaines. Alors, juste pour commencer, je vais rappeler quand même qu'on s'était parlé justement en plein milieu de l'action, c'était en décembre, sur le moment, quelques jours après le renversement du régime syrien. Il y avait déjà un certain nombre d'éléments qui apparaissaient, mais il y avait aussi beaucoup d'incertitudes à ce moment-là. Et donc, première question serait, ça fait 3 mois, est-ce qu'on a appris des choses ? Est-ce qu'il y a des choses, parce que quand on s'était parlé, il y avait plein de choses qu'on savait, il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Est-ce qu'on a compris de nouvelles choses qui permettent de relire différemment ou avec un angle un peu plus complet, disons, l'effondrement militaire et politique du régime de Bachar ? J'ai envie de rappeler quand même qu'on a fait la dernière émission la veille de mon départ. Donc c'était vraiment au moment où ça se passait encore, c'était encore très chaud. Après, pour la question, est-ce qu'on a appris des choses ? J'ai envie de dire, il s'est passé beaucoup de choses, mais il s'est passé aussi ce qui était très attendu. Donc on a vu se déployer toutes les difficultés auxquelles allait faire face ce nouveau pouvoir syrien une fois, disons, l'euphorie donc de la chute d'Assad, après 14 ans de guerre civile, 54 ans de dictature, allait commencer à retomber. Donc on s'attendait à qu'il y ait des massacres. Ils n'ont pas eu lieu juste après la chute du régime. Ça a été mis sous cloche quelques mois, on pourra développer peut-être tout à l'heure, jusqu'au moment où ça a éclaté dans la côte, comme vous l'avez mentionné. Ça a fait plus de 1000 morts. On parle d'à peu près 300 morts dans les rangs des forces de sécurité. Et c'était attendu, je dirais, et même pire. Mine de rien, ça a été quand même contenu. On pourra aller en détail tout à l'heure pour le pourquoi, le comment et... Mais juste pour rester vraiment sur ce moment... Mais parce que c'est vrai que vous n'en avez pas parlé à ce micro, ça a été la surprise, l'énorme surprise stratégique, une armée qui se délite, qui recule, qui ne combat pas. Est-ce qu'on a compris d'autres choses sur les ressorts qui ont fait que cette armée-là n'a peu ou pas combattu là où ça tenait depuis 14 ans ? Après, moi, je ne dirais pas que l'armée n'a pas combattu. Je dirais que l'armée a combattu, et même durement, avec le peu de moyens qu'elle avait à disposition. Donc ce qu'on avait dit ici, c'était qu'ils étaient vraiment fatigués, en tout cas sur les fronts ouest d'Alep, à cause des frappes israéliennes. Donc contre le Hezbollah, les gardiens de la révolution iranienne qui avaient dégagé des lieux à cause des frappes israéliennes, et donc le front était tenu que par, disons, des militaires et des miliciens syriens qui n'ont pas tenu le choc de l'offensive d'HTS qui était très bien préparée. Donc on en avait parlé ici, et une fois sur place, moi j'ai visité les fronts, donc entre la zone ouest d'Alep et Alep-Ville. J'ai traversé les fronts, je les ai visités. C'est impressionnant comme front. Donc c'est des étendues ouvertes où on avance en fait à découvert. Très miné des deux côtés de la frontière, du front, pardon. Mais ce que j'ai compris sur place, c'est qu'en fait, ces premières lignes défensives, il y avait deuxième ligne et troisième défensive, mais qui n'étaient pas du tout garnies, de un, et qu'il y a eu vraiment des manœuvres de contournement.
des points les plus résistants, comme à Sarak, par exemple, ou ailleurs, face au front d'Alep, il y a eu des manœuvres de contournement. Et une fois ce contournement a été fait, le command and control, pour parler en termes militaires, des forces syriennes qui défendaient ces fronts était complètement déjà abîmé par des opérations à Alep même. Donc à Alep même, où ils ont réussi à retourner des anciens soutiens du régime, miliciens donc sunnites soutiens du régime, par différents moyens, ils ont réussi à les retourner. Ils ont même réussi à faire héberger des sortes de commandos derrière les lignes et qui ont tapé les centres de commandement à Alep. Donc ça a été très important. Et une fois Alep tombé, et là on passe du volet stricto sensu militaire au volet plutôt politique, eh ben il n'y a pas eu de massacre. Donc massacre des chiites par exemple, de Nouboul et Zahra, qui sont 2 villages qui ont tenu toute la guerre civile, hein, où le Hezbollah syrien était présent. J'ai assisté par exemple à Alep à une réunion entre des grands responsables, donc qui étaient responsables à l'époque d'Unusra, du Front Nusra, puis d'HTS, un en particulier, et qui a contribué, on va dire, à cette chute d'Alep militairement et politiquement. Donc chez lui, à Alep-Ville, j'ai assisté à une réunion où il y avait des représentants des 2 villages chiites, de Nouboul et Zahra, et eux-mêmes, donc qui appartiennent au Hezbollah syrien. Donc ils sont rentrés avec leurs armes chez lui pour entamer une discussion sur le statut des 2 villages. Et depuis, ça remonte à décembre, le statut des 2 villages était préservé. Donc pas de massacre. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous ramène à ce que je disais au début par rapport au massacre de l'Ataquié. Et donc comment ça a été tenu pendant 3 mois sans qu'il y ait de massacre, c'est ça qui a fait que les autres villes, y compris Damas, sont tombés plus facilement. Donc les soldats syriens qui ont compris qu'ils ne se battaient pas pour leur survie ou la survie de leur communauté ont lâché les armes beaucoup plus facilement. Et dernière chose sur le volet militaire par rapport à Homs et Hama, donc j'ai aussi visité les fronts. Et quand on voit la colline qui tenait l'entrée nord de Hama, bien garnie en matériel et bien défendue, et assez imposante, hein, on comprend que la manœuvre militaire derrière, vers l'aéroport de Hama, l'aéroport militaire de Hama, et pour contourner la colline Zayn al-Abidin, il y a eu une vraie manœuvre militaire. Donc on n'était pas du tout dans ce qu'on peut imaginer d'un groupe djihadiste lambda ou même du groupe insurrectionnel ou rebelle. Il y a eu une vraie coordination militaire avec différentes unités pour faire ces manœuvres de contournement. Et pareil, comme à Alep, une fois derrière les lignes, les quartiers alaouites n'ont pas été attaqués. Ils ont plutôt été protégés. Et ce qui a fait que les garnisons les plus dures n'ont pas pu tenir longtemps parce qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier, encore une fois, communautaire, hein, contre les forces qui avançaient. Les quartiers alaouites de Homs, pardon, pas de Hama. Parce que pareil, contournement. Mais pour rester juste encore une seconde là-dessus, parce que c'est le lieu où le faire, sinon, je sais pas où on parlerait de ça. Même militairement, en termes d'équipement, c'était des manœuvres donc motorisées évidemment, avec quel genre de matériel, de transport? Est-ce que c'était des camions? Est-ce qu'il y avait quand même un peu de blindage? Et comment est-ce qu'ils ont géré ou pas la 3e dimension? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des drones? Alors, il n'y avait plus les Russes, donc à plein d'égards, ça simplifiait le fait de ne pas devoir manœuvrer avec une suprématie aérienne en face. Mais voilà, d'un point de vue du rapport de force capacitaire, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu des choses intéressantes que j'ai pu voir, par exemple des drones, pour le coup, explosifs iraniens, encore démontés, en pièces détachées, dans des caisses, donc que le régime syrien n'a pas eu le temps de monter pour faire face aux forces qui attaquaient. Mais ce qui est aussi très intéressant, et ça je ne l'ai pas vu sur place, mais je l'avais vu avant, c'est que les équipes russes, pour le coup, anti-drones, il y en a qui ont été décimées sur le front d'Alep. Donc les Russes ont perdu des hommes. Sauf que les 2 côtés ont décidé de ne pas trop communiquer là-dessus. La force aérienne russe était présente. Donc ils ont tapé. J'ai moi-même aussi traversé le pont de Rastan, qui y avait des trous béants qui donnaient sur le vide, et c'était les frappes russes. Sauf que les Russes, qui avaient en 2015, quand ils sont venus soutenir le régime, à peu près 40 aéronefs, là ils en avaient que 10, avec un problème de munitions à cause de l'Ukraine. Donc ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et pendant la bataille, HTS s'est adressé aux Russes en leur disant, en russe, avec des lettres,
comme aux Chinois, aux Irakiens, etc., en leur disant lâchez Assad, notre guerre n'est pas avec vous. Et preuve en est, peut-être qu'on pourra développer plus tard sur le rôle des Russes, les Russes sont toujours en Syrie. Bon, fermons cette parenthèse, revenons sur la bataille stricto sensu. J'étais surpris d'apprendre que la bataille sur le front d'Alep a été lancée avec 40 véhicules blindés. C'est rien. Je ne savais pas, en fait. Je pensais que c'était beaucoup plus important que ça. 40 véhicules blindés, on ne parle pas des pick-up, des véhicules blindés. Quoi, du vieux soviétique? Du vieux soviétique, du BMP, par exemple, transport de troupes, ou aussi des 4x4 blindés localement, donc de manière artisanale, quoi. Donc des 4x4 qui posent aussi problème, parce que c'est des 4x4, et ça aussi c'est des combattants là-bas qui m'ont dit c'est bien pour passer les lignes, mais une fois derrière les lignes, c'est des cercueils, quoi. Parce qu'il y a une sortie du truc et c'est très haut, donc ils ne peuvent pas voir à l'extérieur sans lever la tête, et pour en sortir, il n'y a qu'une porte pour en sortir. Donc très vulnérable. Donc bien pour passer, mais pas très bien pour pour la mêlée, quoi, disons. Voilà. Sauf que, ça c'est classique pour le coup, ils avancent, ils prennent une position comme la caserne de l'armée, caserne 64, ils prennent ce qu'il y a dedans, quoi. Donc les chars, plus de transport de troupes. Donc ils sont renforcés à mesure qu'ils avançaient. Exactement. À mesure qu'ils avançaient, ils se renforçaient. Il y a eu le facteur drone qui est très important, donc que ça soit surveillance ou drone explosif. Ils en ont usé, ils les ont très bien utilisés, donc tactiquement ça a bien marché et ça a bien surpris les forces qui défendaient, et c'est une capacité aussi qu'ils ont développée en interne en termes de drones explosifs, pas de surveillance, c'est dans le marché, quoi, c'est des trucs civils, et qu'ils avaient testé, rappelez-vous, quand ils ont frappé l'académie militaire de Homs il y a quelques années. Donc c'était pendant la cérémonie de remise des diplômes à la fin. Ouais. Exactement. Donc c'était le premier test, ils n'avaient pas revendiqué à l'époque en plus. Et donc c'était le premier test opérationnel de ce qu'ils développaient en interne, et par ailleurs, ils ont continué à les utiliser, là par exemple, quand il y a eu les affrontements à l'attaquer, ils les ont utilisés. Mais en tout cas, comme toujours, je ne vous l'apprends pas, avoir toutes ces capacités, c'est une chose, et savoir les coordonner, c'est autre chose. Donc la prouesse était dans la manœuvre, était dans la coordination de ce peu de force pour les rendre le plus efficaces, disons possible. Et ce qui a rendu ça possible ça demande aussi une capacité d'adaptation qui est énorme, ce que vous décrivez, c'est-à-dire de prendre du matériel, y compris des véhicules sur lesquels on ne comptait pas, sur lesquels les personnels ne sont pas forcément formés. Ah si, ils sont formés. Ouais. Ah, pour le coup, ils sont formés, parce que quand on parle de matériel, on parle que de vieux BMP, que de T72, T54, voilà, T55. Donc ça, le personnel d'HTS savait faire, et donc ils les ont incorporés sans trop de problème à la manœuvre. Exactement, ça c'était pas difficile à utiliser. Ils ont même utilisé des hélicos. Ils ont récupéré des hélicos à l'armée syrienne, pas pendant la bataille, mais après, par exemple, pendant les batailles à l'attaquer, ils ont pu utiliser des hélicos, parce que dans leur rang aussi, on a été beaucoup surpris par les talibans qui utilisent des hélicos, mais dans leur rang, il y a des anciens pilotes d'hélicos. C'est là que c'est toujours, qu'on est forcé de constater que c'est évidemment autre chose qu'un groupe djihadiste purement. C'est qu'en fait, il y a des gens qui ont une compétence du métier militaire qui est réelle, une manœuvre blindée combinée, une manœuvre blindée avec de la troisième dimension des drones et des blindés qui manœuvrent pour faire un contournement, ça prend pas en préparant des attentats contre l'Occident. C'est une autre gamme de compétences, et c'est d'autres gens qui font ça, quoi. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que la réforme qu'ils ont fait des forces armées de HTS à Idlib a permis cette opération, la réussite de cette opération militaire. Parce que juste pour la petite histoire, sans rentrer trop dans les détails, vous savez que Assad a poussé à l'exode beaucoup de gens à Idlib, et donc les gens qui venaient de différentes régions. Et à la base, c'était des unités, ou des brigades, ou des formations par région. Donc il y a quelques années, ça a fait beaucoup de remous à Idlib, beaucoup de mécontents. Ils ont dissous toutes ces formations pour former des unités militaires, mais pas basées sur l'origine régionale des groupes. Donc ça a fait qu'il n'y avait plus de grosses têtes par région, et ça a fait que le commandement pouvait commander sans avoir des interférences de différents petits chefs à d'autres niveaux. Donc l'efficacité, elle est aussi venue de cette réforme-là, qui a été faite par ailleurs par l'actuel
ministre de la Défense du nouveau gouvernement syrien. Et juste pour la petite histoire aussi, en parlant des hélicos, ils ont volé des gazelles. Ils ont fait voler des gazelles qui étaient toujours en dotation. Donc la gazelle, je vais rappeler, c'est ces hélicoptères absolument incroyables qui ont été... rustiques. Non, mais complètement centraux à l'aviation légère de l'armée de terre française, qui, oui, c'est intéressant, qui sont pas blindés du tout, qui sont... Enfin, le pilote de gazelle, à ce micro, on dit un jour, un pilote a dit c'est blindé essentiellement contre les moustiques et encore. Mais... qui est extrêmement polyvalent, et puis quand on est face à des gens qui n'ont pas de défense anti-aérienne, ça marche bien. Ouais, et c'est surtout facile à entretenir. Donc les faire voler, les réparer, c'est beaucoup plus simple que des hélicos plus, on va dire, plus modernes. Voilà. Alors, donc, c'est marrant de les imaginer avec des gazelles. Alors maintenant, peut-être pour sortir un peu juste de cette phase, disons, chronologique, voilà, si on essaye de faire un bilan aujourd'hui, donc on enregistre ça début avril, où est-ce qu'on en est sur le territoire? Alors je vais recommander comme toujours de se munir d'une carte, mais voilà, qui tient quoi à l'heure actuelle sur le territoire? Évidemment, c'est HTS qui tient l'essentiel du centre et du sud-est du pays, disons. Donc de Idlib, Homs, Hama, etc. jusqu'à Damas. Ensuite, c'est là où ça se complique un peu plus, c'est dans l'est, le nord-est et le nord. Alors, qui tient du territoire et qui le tient bien? Pas que dans le nord-est, aussi dans le sud. Parce que dans le sud, il y a des factions, disons, sunnites qui ont été démobilisées à l'époque du régime et qui ont travaillé main dans la main avec les Russes et qui se sont fait remobiliser la veille du chute du régime, et c'est eux qui sont rentrés aussi dans Damas, comme ça, les groupes de Salman Laoud aux côtés des Druzes. Mais ces gens-là, si vous voulez, et c'est pour ça que c'est intéressant, ont accepté le nouveau pouvoir de Damas. Aoud a vu Shara plusieurs fois. Ils ont accepté qui rentre dans les rangs, en fait, de la nouvelle armée. Sauf que ces groupes vivaient ou vivotaient sous le régime en étant démobilisés et en travaillant avec les Russes grâce au trafic, donc trafic de Captagon en particulier. Le trafic de Captagon que le pouvoir syrien combat aujourd'hui avec force. Que, on peut rappeler, le pouvoir de Bachar soutenait, même c'était des très gros producteurs de Captagon. Bien sûr, c'était sa source de revenus, il n'y en avait pas d'autre. Malgré tout ce qu'on entendait sur le Captagon, donc des djihadistes, fabriqués à l'État islamique, tout ça, c'est pas vrai. C'était le régime syrien qui était le premier fabricant et le premier fournisseur de Captagon, mondialement parlant. Son économie tenait là-dessus. Donc, mais le nouveau pouvoir combat ce Captagon. Même Ahmad Shara, première allocution publique à la mosquée des Omeyyades, grande symbolique à Damas, encore un treillis militaire, il a parlé de combattre le Captagon. Donc c'est quelque chose de très focal pour eux. On peut rappeler, on en a fait des gorges chaudes parce que c'était la drogue des djihadistes, on pensait que l'État islamique combattait défoncé. En vérité, le Captagon, c'est une drogue récréative, notamment à destination des pays du Golfe. Voilà, c'est la jeunesse dorée du Golfe qui se défonce au Captagon. Oui, voilà. Et rappelons quand même que après la défaite de l'État islamique territorial et de son califat, on n'a pas trouvé un seul laboratoire de fabrication de Captagon, alors qu'à la chute du régime, on trouvait des laboratoires partout. Des dizaines de laboratoires ont été trouvés. Donc, pour revenir sur ces factions du Sud, sans rentrer dans le détail granulaire de leur information, ils vivaient sur les trafics. Donc, du moment où Damas combat les trafics, il faut d'autres sources de revenus. L'autre source de revenus n'est pas là encore. Donc il y a quelques jours, il y a eu même des combats parce que le pouvoir de Damas a arrêté une grande cargaison de Captagon qui se déplaçait entre Dera et un autre village. Et ça a fait des remous parce que ceux qui voulaient faire passer cette cargaison n'étaient pas contents. Même si dans l'absolu, ils sont plutôt du côté du nouveau pouvoir. Donc c'est un détail très important qui déterminerait l'avenir du sud de la Syrie. Et on rajoute à cela le facteur druze. Donc tous les druzes ne sont pas contre Damas. Il y a 3, on va dire, dignitaires religieux druzes importants. 2 sont acquis à la cause de Damas. Donc quand on dit dignitaire religieux, ça veut dire aussi homme en armes. Et 1 n'est pas du tout acquis à Damas. Il est plutôt hostile à Damas, malgré toutes les missives envoyées par Shara, etc., etc. Donc ça, c'est le sud. Et puis, avec le sud, il faut peut-être
juste dire un tout petit mot des dernières poches où il y a de l'État islamique qui serait encore actif. Donc ça, plutôt dans le centre-sud-est. Oui, l'État islamique est toujours actif, c'est vrai, mais pas plus qu'avant. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc pas plus qu'avant, ça veut dire à l'époque où Assad était présent dans cette zone, ou même en ce qui concerne les zones, on va en parler, tenues par les forces démocratiques syriennes, donc à commandement, à domination kurde, YPG. L'activité de l'État islamique aujourd'hui, elle est quasi pareille. C'est pas parce que Koshara a pris Damas, c'est aussi parce que les Américains, et c'est très intéressant, au moment de la chute du régime d'Assad, donc les 2 jours avant et les 2 jours après, n'ont cessé de frapper en Syrie. La France aussi a frappé en Syrie, justement pour empêcher une résurgence de l'État islamique à la faveur de la chute d'Assad. Donc il y a eu des tentatives, si vous voulez, on rentre dans les détails, de combattants de l'État islamique dans la Badia, donc dans ces déserts ouverts sur l'Irak et sur la Jordanie, de récupérer de l'armement dans les casernes abandonnées par l'armée syrienne. Ça a été très vite empêché, et par ailleurs... dans la poche de Tanaf, donc tenue par l'armée américaine, il y a des rebelles syriens qui bossent avec les Américains. Tout de suite, les Américains les ont dépêchés à l'extérieur de la poche vers Tadmor. Tadmor, donc Palmyre. Palmyre, qui était une ville qui a été contrôlée 2 fois par l'État islamique. Donc des choses ont été faites à différents niveaux pour empêcher une résurgence de l'État islamique qui n'a pas encore eu lieu. Et quelque chose aussi d'intéressant qu'il faut rappeler, c'est que la guerre entre l'État islamique et Al-Qaïda, elle était initiée par Ahmad Shara, qui a perdu ses combats contre l'État islamique dans l'Est, les zones dont on parle, avant d'aller se réfugier à Idlib, et que le pari d'Ahmad Shara, qui a démarré en 2013, finalement, s'est avéré comme le pari gagnant. Et donc, tous ceux qui auraient des velléités pour rejoindre l'État islamique, ou même Al-Qaïda, je parle des Syriens, en Syrie, ont vu que les 2 autres paris n'ont pas gagné, il y a un pari qui a gagné. Donc c'est ce que j'ai appelé moi la 3e voie. Donc la sortie du djihad global, du terrorisme international, mais aussi quoi, la prise de Damas qui n'aurait jamais pu se faire sous bannière noire. Donc tous ces Syriens... Donc l'État islamique n'aurait jamais fait ça. Voilà, et donc tous ces Syriens qui auraient eu des velléités de rejoindre un mouvement djihadiste ou un autre, voient que c'est pas la bonne voie, et donc du coup ils vont du côté du gagnant. C'est très humain comme comportement. C'est pour ça aussi que la prise de Damas par HTS est sa 3e voie, ce qui m'avait par ailleurs poussé à aller à Idlib dès 2023 et à rencontrer Shara en avril 2023. C'était cette 3e voie qui se dessinait, qui s'est confirmée avec la prise de Damas. Pour revenir sur le Nord-Ouest, qui est un dossier très important, à tout égard. Pourquoi ? Parce que le Nord-Est, c'est les richesses de la Syrie, que ce soit pétrolifère ou agricole. Parce que le Nord-Ouest aussi, c'est le dossier épineux avec les Turcs. Donc la Turquie, on fait un petit pas de côté, qui finance l'armée nationale syrienne et qui la soutient militairement, etc. Cette armée nationale syrienne, pour le moment, elle a été intégrée dans la nouvelle armée donc, du nouveau pouvoir syrien, sauf que elle a été intégrée en tant que telle. Et ce n'est pas Damas qui paye ses salaires. Parce que Damas n'a pas d'argent. Donc on revient au problème d'argent et des financements, donc lever des sanctions, etc. Donc ils sont toujours financés par les Turcs. Les Turcs qui ont une seule préoccupation en Syrie, c'est le YPG, donc le volet syrien du PKK, qu'ils combattent. Et donc si Damas arrive à intégrer les forces démocratiques syriennes. Donc les forces démocratiques syriennes, c'est ceux qui tiennent le nord-est, c'est à dominante kurde. Voilà. Je répète, vraiment il faut se procurer une carte, mais je mettrai une carte en lien. Mais nord-ouest, c'est l'armée turque et affiliée qui contrôle. Nord-est, c'est les Kurdes et affiliés qui contrôlent. Voilà. Et donc, si Damas arrive à intégrer les FDS pacifiquement, les Turcs n'auraient pas à faire une opération militaire. Parce que les Turcs ils ne veulent pas faire une opération militaire. Preuve en est... Donc ils veulent que les forces démocratiques syriennes, les Kurdes et affiliés, soient intégrés dans le nouvel appareil de l'État, avec l'idée que ça permettrait de les contrôler dans une certaine mesure, et que donc ce serait une charge en moins pour eux, ils n'auraient pas besoin d'intervenir contre ces Kurdes. Voilà, comme ils l'ont fait en 2019, parce que les Turcs, s'il faut qu'ils interviennent, ils interviennent. Ils ont fait fi des Américains et des Français en 2019, ils ont fait une opération militaire. Et on peut se rappeler pour la petite histoire que c'est à cette occasion-là que le président Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Voilà. C'était de ce fait-là qu'un pays de l'OTAN se permette ce genre de choses sans aucune concertation avec les alliés.
Voilà. Parce que les intérêts de ses alliés, qui étaient le contre-terrorisme, n'étaient pas ses intérêts à lui, qui étaient, lui, ses intérêts, c'était un autre contre-terrorisme contre le PKK. Donc, ceci dit, on mentionne le président Macron, la France donc, a joué un rôle très important dans le rapprochement entre Damas et les Kurdes du nord-est. Mais un vrai rôle. C'est pas juste passer des plats. C'est-à-dire que la France était dans les négociations les plus détaillées de qu'est-ce qui va être négocié et comment faire ce rapprochement. Donc, par exemple, il y a quelques jours, la première phase, deuxième phase du retrait des combattants du YPG de la ville d'Alep même, là où ils étaient, même sous le régime syrien, a démarré. Et ça, c'était un des dossiers très épineux entre Damas et les forces démocratiques syriennes et donc le YPG. Un autre dossier très épineux, c'est le barrage de Tishrin, qui nourrit la ville d'Alep en eau et en électricité, qui était tenu par les Kurdes. Maintenant, il va être redonné à Damas. Et par ailleurs, chose très intéressante aussi, c'est que grâce à la missive de la France, qui a convaincu ses autres partenaires, donc les Turcs, mais aussi les Américains, Mazloum Abdi, donc chef des forces démocratiques syriennes, ancien du PKK, a rencontré par 2 fois Shara, et la dernière fois, il était venu avec les forces spéciales américaines qui l'ont transporté en Chinook depuis les zones nord-est jusqu'à Damas pour signer une feuille de route. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est arrivé 3 jours après les massacres de l'attaquer. Donc tous les acteurs avaient un alibi ou une raison pour faire marche arrière, y compris Mazloum Abdi. Sauf que la main tendue s'est maintenue et la France a réussi ce pari pour la simple raison aussi, et ça c'est un diplomate donc français qui me l'a dit, donc c'est l'envoyé spécial en Syrie, c'est que les 2 hommes ont trouvé un intérêt à se rencontrer et qu'in fine, quand on regarde bien, ils ont un peu le même parcours. Ça veut dire, Ahmad Shara parcours certes djihadiste, donc dans une mouvance terroriste, il s'en est défait et c'est grâce à ça qu'il a réussi à fédérer et grâce à ça, par la suite, qu'il a réussi à prendre Damas. Mazloum Abdi, il vient du PKK, mouvement terroriste, régional. Donc il a pu aller à Damas le jour où Öcalan, donc qui est emprisonné chez les Turcs, fondateur du PKK, a appelé à déposer les armes. Donc si Mazloum Abdi arrive à se défaire de cette étiquette terroriste, comme Shara, et revient à un agenda syrien, beaucoup de choses peuvent être faites. Et il l'a fait. Ça veut dire la feuille de route, la signature de la feuille de route 3 jours après le massacre, c'est pas rien. Le fait de mettre le drapeau de la rébellion syrienne derrière lui dans ses allocutions publiques, ce n'est pas rien. Ça veut dire il y a des pas qui ont été faits, et ça n'aurait pas été possible sans le CENTCOM américain. Parce que la nouvelle administration est n'a pas pris de décision, hein. Mais il y a eu une sorte de poussée de la part du CENTCOM qui connaît les acteurs. Donc CENTCOM, c'est le commandement militaire de la région américaine. Exactement, qui a eu affaire à HTS, comme il a eu affaire aux nouvelles autorités syriennes donc, qui émanent d'HTS. Par exemple, juste un exemple qui est public, c'est quand ils ont trouvé un ressortissant américain qui errait dans la zone de Ghouta le lendemain de la chute du régime, donc qui était détenu par le régime. Les gens d'HTS, que j'ai vus sur place, l'ont acheminé jusqu'à Tanaf, dont on parlait, à la frontière irakienne, pour le donner au commandant des armées américaines en Syrie. Et moi, j'ai eu le détail de cet acheminement, c'était, excusez-moi l'expression, le bordel. C'est-à-dire qu'ils l'ont chopé dans une zone qui n'était pas sécurisée. Tout le monde voulait prendre une photo avec lui parce que tout le monde pensait que c'était Austin Tice, donc le journaliste américain qui était détenu par Assad. On ne sait pas encore où il est parce qu'il y avait une récompense en millions d'euros. Donc il fallait le sauver des civils, le déplacer de maison en maison et puis de sécuriser une des maisons. Ils étaient 3, hein, ceux qui l'acheminaient de maison en maison, attendre une force plus conséquente pour lui faire traverser la Syrie dans les zones où l'État islamique est actif dont on parlait, jusqu'à la base américaine de Tanaf. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est un ressortissant américain qu'ils auraient pu peut-être pas détenir en otage, mais en tout cas monnayer d'une façon différente. Mais là, ils l'ont fait de manière très simple, on va dire. Et donc les militaires américains sur place ont appris comment traiter avec ces autorités. Et donc ils ont eu leur mot à dire dans ce rapprochement entre les FDS et les nouvelles autorités de Damas. Rappelons que même si ça a été variable et que les Américains ont laissé les Turcs intervenir en 2019,
les FDS ont traditionnellement et depuis longtemps sous soutien américain très fort, sous même perfusion américaine, et que du coup ils ont un énorme rôle à jouer dans ce que vont faire les FDR à partir de maintenant. Absolument, vous faites très bien de le rappeler aussi, pour la simple raison que the clock is ticking. Ça veut dire l'heure tourne et les Américains veulent partir. Donc il y a une période de 3 mois. Attendez de voir ce qu'ils vont faire avec l'Iran. je suis d'accord. Mais en tout cas, ils ne veulent plus. D'ailleurs, Trump, quand il a arrêté les aides américaines, les salaires des geôliers, des djihadistes étrangers dans le nord-est syrien a été arrêtés un temps. Et donc là, ils comprennent, en tout cas les FDS, que les Américains sont sur le départ. Et s'ils sont sur le départ, le seul garant de leurs droits, intérêts et sécurité serait à Damas et pas ailleurs. Parce que si les Américains quittent de manière sèche, sans accord, les Turcs vont faire une deuxième opération militaire. Ne serait-ce que pour se débarrasser des combattants étrangers affiliés au PKK. Parce qu'on parle souvent des combattants étrangers chez les djihadistes, donc là qui sont tenus par HTS, gérés par HTS, mais il y a aussi des combattants étrangers de l'autre côté, chez les YPG, certes tenus aussi de manière peut-être beaucoup plus disciplinée, disons, mais pour les Turcs, c'est eux le problème, c'est pas les autres. Maintenant, l'acteur qui a disparu mais qui peut ressurgir, c'est évidemment les anciens loyalistes, enfin les loyalistes au régime de Bachar al-Assad. Donc des alaouites, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que tous les alaouites ne sont pas de ce côté-là, etc. Voilà, est-ce qu'on sait où ils sont, ne serait-ce que physiquement, ce qu'ils font, et quels sont leurs soutiens, c'est-à-dire que fait notamment c'est l'Iran pour les aider en ce moment. Déjà, rappelons que les Alaouites, en tant que communauté, n'ont pas profité de ce régime d'Assad à outrance, disons, parce que, ayant traversé la montagne de Latakia et les villages Alaouites, je peux vous dire que la pauvreté est bien réelle. C'est-à-dire, moi-même, je n'imaginais pas que la communauté qui était celle qui gérait ce pays, dans l'inconscient de tout le monde, et dans la réalité à certains égards, en tout cas dans les forces armées, vivait comme ça. Donc ça, ceci dit, ce qui explique aussi, pour revenir à votre question, pourquoi il n'y a pas eu de levée communautaire contre le nouveau pouvoir de Damas. Ça veut dire, 3 mois, il n'y a pas eu de levée de bouclier communautaire. Parce qu'il y a pas eu de la communauté en tant que telle, à travers ses représentants, voilà. Pour des motifs communautaires. Voilà, exactement. Et donc même que 3 mois après, quand il y a eu les massacres, les nouvelles autorités ont réussi à calmer le jeu. C'est-à-dire à travers ce comité d'enquête dans lequel les Alaouites sont représentés par une personne qui est alaouite, mais aussi dans le comité de dialogue avec les habitants de la côte qui est sous la houle de la présidence. Donc c'est intéressant parce que quand on voit comment à l'attaquer ça a démarré, on voit que c'était des anciens donc, du régime, comme Moqdad Ftiha par exemple. Donc c'est des gens qu'on connaît, qui ont du sang sur les mains, qui ont filmé eux-mêmes leurs exactions dès 2012 et qui savaient qu'ils n'avaient aucune chance, disons, d'être... Ça fait partie des bouchers de la guerre civile. Voilà, les bouchers. Donc voilà, ils n'ont aucune chance. Ils ne peuvent pas se rendre. Ils ne sont pas assez importants pour pouvoir fuir, hein, comme les gros chefs du régime. Hein. Il ne faut pas finir à Moscou. Voilà, exactement. Donc, ils n'ont pas le choix. Et donc, ils ont réussi leur coup d'une certaine manière parce qu'ils ont provoqué ces massacres. Et pourquoi je dis provoquer ces massacres? Parce qu'il faut se rappeler que les forces qui ont été déployées par le nouveau pouvoir à l'attaquer, c'était plutôt des forces de sécurité générale et de police. Hein. Donc des gens qui n'étaient pas du tout formés. Ce n'est pas les djihadistes ou les combattants aguerris, etc., qui ont fait exprès de retirer de la côte pour éviter les débordements. Donc ces anciens du régime, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? La première opération coordonnée depuis la chute du régime, donc plus une trentaine de points attaqués en même temps, mais le choix de 2 villes très importantes qui sont Jablé et Banias. C'est des villes mixtes, hein, donc sunnites, alaouites et quelques chrétiens. Pourquoi Banias, par exemple? Parce que Banias, il y a eu un massacre en 2013 de la part des gens du régime qui est toujours dans l'inconscient de tout le monde. Okay, donc,
Ils se sont attaqués aux forces de l'ordre dans ces villes, ils se sont attaqués aux hôpitaux où certains des forces de l'ordre étaient mis, après avoir été accueillis, après avoir été blessés. Et donc, ils étaient dans les rues de ces villes. Donc, ceux qui se sont... Et simplement, juste, ça ressemblait à quoi? Est-ce que ça ressemble à un attentat? C'est-à-dire des attaques c'est dans les rues à l'arme légère, etc. Voilà, arme légère. Il n'y a pas plus de moyens que ça. Il y a de l'armement, il y a eu quand même à certains endroits comme à Kardaha, qui est le village des Assad, du Do-23 ou du 14-5 RPG. Bon voilà, il n'y a pas de, oui, rien de très, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les habitants sunnites de Banias qui ont subi le régime, ils ont revu les anciens, on dit Shabiha, les anciens mercenaires ou miliciens de ce régime dans les rues de leur propre ville. C'est comme, juste pour mettre un point de comparaison, disons Paris libéré, et puis 3 mois après, on revoit les anciens SS dans la rue et qui s'attaquent aux gens, etc. Donc il y a eu une levée, pour le coup, de boucliers sunnites dans la zone. Les gens allaient au commissariat, donc tenu par le nouveau régime, pour demander de l'armement, et dès qu'ils ont pris le dessus, comme ça se passe dans les guerres civiles, ils ont été se venger contre leurs voisins alaouites. Donc il y a des villages qui ont été pillés, brûlés par les civils qui rongeaient leurs freins depuis la chute du régime. Aussi, par exemple, dans la région de Homs. Mais la situation était tellement critique, ça veut dire qu'ils ont failli, les anciens du régime, contrôler vraiment ces 2 villes et donc par conséquence la côte, ce qui a fait qu'il y a eu un appel au combat, on va dire, général. Et c'est là où des combattants ont été acheminés de toutes parts de la Syrie, dont, par exemple, des gens de l'armée nationale syrienne qui sont des voyous, hein, disons-le. Hein. Financés par les Turcs, etc. Oui, mais qui sont des vrais voyous, en fait. Qui sont acheminés vers la côte, et c'est là aussi qu'il y a eu des massacres par leurs mains. On a beaucoup parlé des combattants étrangers qui auraient commis des massacres. Moi, ce que j'ai vu moi-même documenté comme massacre, c'était plutôt des Syriens contre des Syriens. Donc ça aussi, c'est à garder en tête. Et le temps que le nouveau pouvoir puisse reprendre les choses en main, ça a duré 3 jours. Et on est arrivé au bilan auquel on est arrivé. Donc 1 millier de morts à la louche. Quoi. Voilà, et quand on dit le nouveau pouvoir a tenu la situation, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a redéployé des forces, il a mis des checkpoints qui arrêtent l'accès, par exemple, à la M4 que j'ai moi-même pris pour aller dans l'Ataquié, ou la sortie de Homs, ou même, par exemple, mettre des hommes en faction dès le premier jour des massacres dans la ville de Homs pour protéger les quartiers alaouites. C'est-à-dire, évidemment, tout n'est pas rose. Évidemment qu'on sort d'une guerre civile et d'un sectarisme exacerbé, mais ça veut dire... C'est malheureux de dire ça, mais ça aurait pu être beaucoup pire. Je vous invite à regarder un doc sur France 3 sur l'épuration après-guerre en France, qui vient de sortir. Ne serait-ce que les condamnations à mort, les exactions extrajudiciaires, les gens emprisonnés pendant des mois, après 4 ans d'occupation. Donc, imagine. Après 14 ans de guerre civile, c'est encore... 14 ans de guerre civile, 54 ans de dictature des Assad. Ça veut dire c'est quand même une prouesse, hein, que ça tienne encore comme ça. Mais ça fait partie des énormes défis, en tout cas, que le nouveau pouvoir a. Hein. On va revenir dessus dans une seconde, mais juste pour revenir, pour reposer la question de l'Iran, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'on peut dire, voilà, s'il y a bien une région... L'Iran, c'est compliqué dans la région à plein d'égards, mais voilà, s'il y a bien un endroit où ils ont un vrai pouvoir de nuisance objectif, etc., c'est évidemment, alors de moins en moins au Liban, et en Syrie. Qu'est-ce que les Iraniens font? Qu'est-ce qu'on en sait? Ou est-ce que là, en ce moment, ils sont en train de se bunkeriser parce que ça risque quand même vraisemblablement de chauffer entre Israël et les États-Unis? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare en ce moment. Voilà, en gros... Quel est encore leur pouvoir de nuisance dans cette région-là? Les Iraniens sont les grands perdants en Syrie. Et ça, c'est fait grâce à l'intervention ou à cause de l'intervention israélienne. Après, certains estiment qu'il n'y aurait pas eu coordination militaire de la sorte à l'attaquer. Donc, attaque de plusieurs points, de plusieurs checkpoints et une planification, parce qu'il y a eu une planification. Et on l'a vu, d'après ce qui est sorti, les préparations, par exemple, cacher des munitions dans certains points névralgiques, etc.
certains disent qu'il y a la main de l'Iran, parce que l'Iran a tout intérêt à que ça soit de nouveau le bazar pour pouvoir en profiter et se réimplanter en Syrie. Le fait est que ça n'a pas réussi. On a vu par exemple aussi des combats à la frontière libanaise dans une zone, on va dire, où la frontière n'est pas très bien tracée. Et on a vu que, par exemple, des habitants de la communauté chiite, donc celle du Hezbollah, ont attiré 3 militaires syriens du nouveau pouvoir vers le Liban. Ils les ont tués en les lapidant et en filmant. Après, le Hezbollah a dit « ça n'a rien à voir avec nous ». Mais c'est venu après les massacres de l'attaquer. Donc on peut imaginer que lapider quelqu'un dans un pays où les balles ne manquent pas et le filmer, c'est justement pour susciter une réaction qui serait de la même violence ou du même calibre que ce qui s'est passé à l'attaquer. Ce n'est pas arrivé parce que l'état-major syrien et l'état-major libanais ont une chambre de coordination et que des deux côtés, ils ont calmé le jeu et les forces armées libanaises se sont déployées dans ces zones. Ils ont coupé tous les passages frontaliers illégaux, déjà frappés par Israël moult fois depuis le début de la guerre avec le Hezbollah, parce que ce sont les zones depuis lesquelles l'armement était acheminé pour le compte du Hezbollah. Hein. Donc la situation est comme ça, mais paradoxalement parlant, quand il y a eu les massacres à l'attaquer, ceux qui ont amplifié, et même il y a eu même beaucoup de fausses informations, ce qui se passait, c'était évidemment les comptes, disons, sur les réseaux sociaux, etc., iraniens ou milices chiites, mais qui faisaient écho aux comptes pro-israéliens. Donc c'était assez intéressant de voir que les deux acteurs qui voulaient ou qui souhaitaient une déstabilisation étaient vraiment les ennemis d'hier, sachant que donc c'est Sharaf finalement qui a débarrassé Israël de son plus grand ennemi en Syrie, qui est le Hezbollah et le régime des Assad. Donc paradoxalement, les Iraniens pour l'heure et les Israéliens sont ceux qui y auraient un intérêt et qui trouveraient un intérêt à une déstabilisation à outrance à nouveau de la situation en Syrie. Je ne comprends pas bien pourquoi les Israéliens auraient un intérêt à une déstabilisation de la Syrie. Parce que les Israéliens ont une politique, disons, court-termiste. Ça veut dire ils ne font pas confiance à ce nouveau pouvoir. Ça veut dire autant dire que, par exemple, à l'après-chute d'Assad, le lendemain, quand ils ont frappé toutes les facilités militaires de l'armée syrienne, ça peut s'expliquer. Ils n'ont pas envie que ça tombe entre les mains de... Voilà, ils ne savent pas qui, surtout en ce qui concerne les capacités balistiques, etc. Donc ça s'explique, c'est compréhensible même. Sauf que toutes les incursions, là, et les frappes qu'il y a, sont totalement militairement inutiles, et ça fragilise le nouveau pouvoir. Donc paradoxalement, qui a aussi intérêt à que ce nouveau régime soit déstabilisé, c'est les Iraniens. Donc c'est les intérêts antagonistes à la base. Mais pourquoi est-ce que les Israéliens font ça? Parce qu'ils estiment que ce nouveau pouvoir n'est pas digne de confiance, malgré tout ce que les Français leur disent, malgré tout ce que les Européens leur disent, malgré ce qui a été dit au Conseil de sécurité encore il y a quelques jours en condamnant les incursions israéliennes, etc. Parce que tout le monde sait que ça déstabilise, mais les Israéliens ne veulent pas, estiment que ce n'est pas une bonne idée que ce pouvoir se stabilise. Même, ils sont allés jusqu'à essayer de convaincre les Américains que c'est une bonne idée que les bases russes restent. Pourquoi? Parce que l'arrangement entre Russes et Israéliens marchait très bien sous Assad. Donc, mais c'est un positionnement qui est celui d'actuel gouvernement israélien. Il y a des voix qui s'élèvent maintenant en Israël en disant « Attendez, c'est peut-être pas la bonne voie. » Par exemple, même si c'est Olmert, Olmert a déclaré, a déclaré qu'il fallait se rapprocher du nouveau pouvoir en Syrie et essayer de trouver des terrains d'entente. Et pareil, quand après, si les Israéliens attendent que ce soit des pro-israéliens qui prennent le pouvoir en Syrie, ils attendent longtemps, quoi. Mais ce qui est intéressant, par exemple, quand j'ai vu Shara pour la deuxième fois là, en décembre, donc, il m'a dit: nous, on ne veut pas être une plateforme de déstabilisation dans la région. Et le seul pays qu'il a nommé nommément, c'est Israël. À chaque fois qu'il parle, par exemple, publiquement, maintenant, son ministre des Affaires étrangères, il parle des accords de 74. Donc les accords de cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Ça veut dire, d'où ils viennent ces gens-là?
On peut s'imaginer à autre chose. Il n'est pas en train de dire l'entité sioniste, mais à un moment, il pousse tellement les Israéliens que ça va créer ça va lui poser des difficultés en interne. Parce que même, par exemple, il y a ce qu'on peut appeler une sorte d'opportunité stratégique qui s'est créée grâce à l'intervention américaine, donc israélienne. Si Israël n'avait pas tapé sur l'Hezbollah si fort, HTS n'aurait pas pu prendre Damas. Et ça, les gens actuellement au pouvoir en Syrie le savent très bien. Et donc il y a une sorte de fenêtre sur laquelle les Israéliens, en tout cas l'actuel gouvernement, ne souhaitent pas capitaliser. Et par ricochet, vu qu'ils ont l'oreille de la nouvelle administration américaine, la nouvelle administration américaine n'est pas très enthousiaste non plus vis-à-vis de ce nouveau pouvoir, ce qui est complètement en contradiction, disons, avec les missives françaises en particulier et européennes pour chercher à stabiliser son pouvoir, qui sont raccord pour le coup avec les ambitions turques et arabes. Et justement, qu'est-ce qu'on sait de... Donc les Américains veulent se barrer, ça c'est sûr. Et en même temps, peut-être ils veulent bien bombarder l'Iran, donc ce qui est une manière intéressante de se barrer. Mais qu'est-ce qu'on sait? En gros, c'est quoi les perspectives là, maintenant, pour la présence? Donc il y a ce soutien ou pas aux forces kurdes du Nord-Est. C'est quoi les options qui sont sur la table pour la présence américaine? Encore une fois, les Américains voient ce qui se passe en Syrie par le prisme israélien. Donc si les Israéliens sont convaincus qu'une stabilisation est une bonne idée. Et, je veux dire, il y a aussi des trucs un peu glaçants si on regarde un peu le personnel. Il y a Tulsi Gabbard qui est quand même pro-Assad. Oui, mais Assad n'est plus. Oui, mais a priori il est encore en vie. Mais oui, mais bon, c'est quand même un peu inquiétant. On ne sait jamais quelles voix parviennent à la Maison Blanche. Il y a quand même des gens qui ont des positions pour le moins hétérodoxes par rapport à la logique, disons, stratégique de long terme des États-Unis dans la région, quoi. C'est vrai, et je pense qu'eux-mêmes n'ont pas encore décidé quelle serait l'approche vis-à-vis du nouveau pouvoir à Damas. Mais ce qu'ils décideront sera décisif pour l'avenir de la Syrie et pour la sécurité de la région. Pour la simple raison, c'est que même s'il y a une levée partielle des sanctions européennes avec un moteur français et allemand, on a même convaincu les Grecs et les Chypriotes que c'était une bonne idée, parce qu'il fallait que tout le monde accepte. On a même fait une sorte de sommet avec le président libanais, et Shara est intervenu à distance, et le président Premier ministre grec, et puis chypriote, pour discuter de la situation en Syrie. Parce que tout le monde a intérêt à que ça se stabilise et parce que, par exemple, pour les Grecs et les Chypriotes, c'est le dossier des réfugiés. Donc, le même dossier qui importe le plus, ou parmi les dossiers les plus importants pour les Turcs. Donc, la France est en train de trouver des points de rapprochement entre tous les acteurs pour une stabilisation de la Syrie. Mais, si les Américains ne lèvent pas les sanctions, c'est les sanctions financières qui empêchent. On va pas entrer dans comment fonctionnent les sanctions financières américaines, mais du coup, on peut pas utiliser de dollars. Moi, je peux vous dire, le dollar est utilisé partout là-bas en liquide. Il y a que le dollar. Alors là, mais évidemment, pas sur les comptes en banque. Exactement. Voilà. Donc ça et du coup, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont pas payés et c'est un problème. Voilà. Par exemple, là, les Qataris veulent payer l'administration syrienne, toute l'administration syrienne, pas juste la nouvelle. Ils ont prévu les fonds mais ils ne peuvent pas à cause des sanctions américaines. Ça, c'est un exemple très concret. Un autre exemple très concret, même si on parle un peu écho, le nouveau pouvoir syrien ne contrôle pas la masse d'argent en livres syriennes. La masse d'argent en livres syriennes, elle est contrôlée par les anciens du régime, à 80%, les trafiquants de Captagon et tous les circuits parallèles. Donc comment... c'est eux qui ont la masse de liquidité et qui du coup peuvent les mettre en circulation ou pas, et donc jouer sur le cours de la livre syrienne. Voilà, exactement. Et donc comment faire pour que le nouveau pouvoir syrien reprenne la main? Une nouvelle livre syrienne. Donc comme la France a fait après-guerre. Frapper une nouvelle monnaie. Pour l'heure, la monnaie syrienne, elle est frappée à Moscou. Et c'est nouveau, c'est depuis les sanctions de Bachar fils, de Assad fils, de Bachar Assad. Et donc, qu'est-ce que Moscou a fait?
Elle a déjà envoyé 2 cargaisons d'argent en liquide. C'est très concret. Pour le nouveau régime syrien, pour qu'il ait un peu de liquidité entre les mains. Qu'est-ce que Moscou a fait? A envoyé 3 tankers déjà. Poutine l'a appelé 2 fois à Chara. Hein. Et donc les Américains sont en train d'empêcher quoi aussi? Ça veut dire, lever de sanctions, c'est pas de la charité déjà, parce que des sanctions, il y en a qui datent depuis Assad père. Donc relation avec le Hezbollah, relation sur le nucléaire avec la Corée du Nord, tout ça n'a plus lieu d'être. Les sanctions qui touchent le fils, elles peuvent être suspendues, enlevées, remises, si le nouveau pouvoir fait des choses, on va dire, qui sont répréhensibles. Mais ils empêchent quoi, en fait? Ils empêchent les aides, mais ils empêchent aussi que les Syriens reviennent investir dans leur pays. Ce n'est pas de la charité. Il y a des opportunités en Syrie. Pour avoir traversé le pays en long, en large plusieurs fois, je peux vous dire, c'est un désert de gravats et de ruines. Donc tout est à refaire. Infrastructures, télécom, tout est à refaire. Hein. Donc c'est des opportunités d'investissement. Avant tout pour les Syriens, qui ont une diaspora très riche, très éduquée, et qui ont les moyens de le faire, mais aussi pour les investisseurs étrangers, qu'ils soient européens ou régionaux. Et tout ça est empêché. Et tant que ça c'est empêché, la situation ne sera pas stabilisée parce que les gens vont chercher l'argent là où il est. L'euphorie sur laquelle vit encore le nouveau pouvoir, donc de la chute d'Assad, s'estompe de jour en jour. Et il suffit qu'on ait un nouveau massacre ou une nouvelle frustration, ou que Chara soit tué, par exemple. Hein. Ça aussi, c'est une option pour qu'on rentre, on remet une pièce dans une nouvelle déstabilisation de la Syrie. Et donc, je termine là-dessus, et les pays qui seront impactés en premier par une déstabilisation de la Syrie, eh ben c'est nous, c'est les Européens, c'est pas les Américains. Alors, oui, parce que déstabilisation veut dire encore réfugiés, veut dire etc. Réfugiés veut dire aussi que il faut pas oublier quand même que il y a encore beaucoup de ressortissants français qui sont emprisonnés dans le nord-est chez les Kurdes, et ça c'est un dossier sur lequel la France aussi travaille. Qui va gérer ces gens-là derrière? Mais aussi il y a des Français qui combattent aussi et qui étaient dans les rangs, qui ont combattu avec HTS pour la chute du régime d'Assad. Donc il y a plusieurs choses qui peuvent les cartes peuvent être rebattues de manière assez drastique, hein, du jour au lendemain. Pour terminer ce tour d'horizon des grands acteurs internationaux, disons, vis-à-vis de la Nouvelle-Syrie, donc la Russie, on vient d'en dire un mot, il y a ce truc un peu ambigu, ils ont gardé leur base, même s'il y a moins de moyens dedans, mais donc il y a une sorte de coopération malgré tout, et les Syriens, enfin le nouveau pouvoir syrien, c'est pas opposé frontalement à la Russie pour l'instant. Parce qu'ils n'insultent pas l'avenir. C'est-à-dire, ils voient les Occidentaux, ils font des choses, mais les Américains font pas le jeu. Les Israéliens sont en embuscade. La Russie, c'est une force qui est quand même membre du Conseil de sécurité. Bon, ils essaient de garder cette option entre leurs mains. Et par ailleurs, les Russes sont très pragmatiques, hein, comme je vous l'ai dit. Ils ont déjà, Poutine a appelé 2 fois Chara. Eux, ce qui les intéresse, c'est de garder les 2 bases. Donc, Maïmim pour la chasse, et qui fait log pour l'Afrique aussi. Hein. Donc la logistique, il y a un point de relais logistique. Et Tartous, pourquoi Tartous? Parce que Tartous, c'est le seul port sur la Méditerranée capable d'accueillir les sous-marins russes. Le seul. En plus, on a la fermeture de la mer Noire maintenant. Et donc, beaucoup de gens disent oui, mais ils vont investir en Libye. Ça prend du temps. Il n'y a pas de port déjà prêt à accueillir les sous-marins russes, à part celui de Tartous. Donc, c'est un intérêt vraiment stratégique pour les Russes, et ce qui explique leur positionnement actuellement. Et dernière série d'acteurs, c'est les pays arabes au sens large. Alors l'Arabie Saoudite, on sait qu'il y a eu tout de suite des mouvements, c'était le premier déplacement de Chara avec médiation turque qui ont aidé à faciliter ça. Donc il est tout de suite allé chercher du soutien en Arabie Saoudite. Vous nous parliez à l'instant du Qatar. Alors on sait que les relations entre Arabie Saoudite et Qatar, c'est tout un poème aussi, quoi. Voilà, en gros, comment ça se passe vis-à-vis de ces grands pays qui sont aussi des grands soutiens financiers au moins potentiels. Voilà. Comment ça se passe pour l'instant, ces relations avec le nouveau pouvoir syrien? Mais vous faites bien de rappeler que Chara a fait son premier déplacement en Arabie Saoudite et pas en Turquie, ni au Qatar, parce qu'il cherche l'ouverture sur le monde arabe, qui est indispensable pour lui et qui va, par ailleurs, lui donner une plus grande latence vis-à-vis de la Turquie, par exemple. Et donc, il a été très bien accueilli en Arabie Saoudite, et pour la petite histoire,
c'est en novembre quand même dernier, le 11 novembre dernier, que Bachar al-Assad était accueilli à Riyad, aussi, en Arabie Saoudite, à l'occasion d'un sommet pour Gaza. Et on a spéculé au moment où il fuyait, on s'est dit pourquoi il fuirait pas en Arabie Saoudite. Enfin, ça paraissait une option aussi. Oui, mais je pense qu'il n'a pas eu trop le choix vers où fuir, parce qu'il a été acheminé très vite par les Russes vers la Russie. Et donc, Chara a très bien compris qu'il a besoin des pays arabes, et c'est surtout, il a rassuré les pays arabes en disant, on n'est pas une entité révolutionnaire qui va faire chuter vos régimes, nos intérêts sont en Syrie. Et ce qu'il m'avait dit à moi aussi, il m'a dit quelque chose que je trouve assez parlant, venant d'un mec avec son CV, chef de guerre, etc. Il dit, les Syriens sont fatigués, on est fatigués. Donc c'est un aveu de... Il faut que ça s'arrête, on ne cherche pas à encore faire la guerre, etc. Et donc ce qu'il a fait, ce que le ministre des Affaires étrangères, Shibani, a fait vis-à-vis des pays arabes, parce que c'est indispensable pour eux, encore une fois, pour avoir une latence vis-à-vis de la Turquie, et parce que ramener la Syrie dans le giron des dynamiques arabes, c'est très important aussi pour les pays arabes. Une latence vis-à-vis de la Turquie, c'est à ne pas être trop dépendant de la Turquie. Voilà. Et par exemple, juste, même si on fait un petit écart, en gros, en 2 mots, ce qui a fait que Assad était accueilli à Riyad en novembre, via l'intermédiaire des Émirats arabes unis, qui l'ont ramené dans le giron des pays du Golfe, c'était 2 choses. Se séparer de l'Iran et à terme, signer une paix ou une trêve durable avec Israël. Chara, en prenant Alep, en faisant chuter Assad, en prenant Alep, il a démontré que sans le Hezbollah, Assad ne tenait pas. Et en prenant Damas, bon, il a terminé ce dossier de est-ce que Assad pourrait signer une paix avec les Israéliens. Et c'est pour ça que Assad a perdu tous ses soutiens dans le monde arabe. Et si les Émiratis ramenaient Assad à Riyad, et même aux Émirats, plusieurs visites, c'était pas pour rien. Il y avait une finalité dans cela. Et Chara a démontré que Assad ne pouvait pas livrer. C'est aussi pour ça qu'il a été abandonné. Et donc aujourd'hui, Chara, il fait quoi ? Il sépare la Syrie de l'Iran. Il stabilise la Syrie, qui était une source de... Il essaye en tout cas de stabiliser la Syrie, qui était une source de maux de tête pour les pays, pour tous les pays de la région. La Turquie, le Liban, l'Irak, l'Arabie Saoudite, etc., etc. Est-ce qu'il va réussir dans ce processus? C'est trop tôt pour le dire. C'est le projet, mais on ne sait pas si ça va marcher. Si, encore une fois, il n'y a pas d'argent pour remettre l'État sur pied, les interférences vont se multiplier. On a parlé de l'Iran, mais il n'y a pas que l'Iran. L'Iran peut jouer une partition, les Émiratis peuvent jouer une partition, les Égyptiens peuvent jouer... Tout le monde peut jouer une partition en Syrie, et si le pays reste comme ça, sous sanction, et sans capacité vraiment de contrôle des frontières, de contrôle des entités armées. C'est ce que j'allais dire, et c'était plus ou moins ma dernière question, c'est-à-dire la perspective vraiment du rapport de force militaire à l'heure actuelle. Donc on l'a dit, il y a tous ces acteurs qui tiennent des parties différentes du territoire. Il y a quand même un acteur dominant qui est HTS. Jusqu'à quel point il est dominant, ne serait-ce qu'en termes de matériel, en termes de compétences, en termes d'effectifs. À quel point est-ce que l'armée d'HTS, avec tous ceux qui s'y rapportent, domine et est capable de pacifier plus ou moins ce qui se passerait à l'intérieur des frontières de la Syrie? Elle n'est pas si dominante que ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas nombreux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils peuvent remédier à des choses de manière, disons, ponctuelle, comme arrêter le massacre à l'attaquer. Mais si au même moment, il y avait eu des remous dans le sud, ça aurait été compliqué. Ça veut dire aujourd'hui, on est dans quelque chose de très... Ils ont une aviation? Ils sont capables de l'opérer? Des hélicos, oui. Mais voilà, c'est pas non plus une vraie aviation, quoi. C'est ce qui reste de l'armée syrienne. On parle de Mi-8, Mi-17 et de Gazelle. Donc ce n'est pas grand-chose. Donc ils peuvent contrôler des situations, mais ils ne sont pas dominants. Il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire qu'ils ont été obligés de faire avec, par exemple, les factions druzes à Germana, de trouver des accords politiques pour éviter un affrontement.
idem. Ça, ils ont été obligés parce que c'est une bonne idée de toute façon de faire des accords avec les gens, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas forcément la force derrière pour s'imposer. Ils n'ont pas la force ils ne peuvent pas faire ce que Assad a fait, genre parti unique et une force dominante. Non. Et on voit bien, par exemple, que même aujourd'hui, il y a des choses très parlantes. Quand ils ont déclaré ils ont fait la cérémonie de déclaration du gouvernement, il y a un chef de clan sunnite de Souaïda, donc les zones sud, qui interpelle Chara en public en lui criant dessus. C'était un live, hein, en lui disant « On a été marginalisé sur l'ancien régime, on est marginalisé maintenant. » Donc chef de clan sunnite de Souaïda. Et donc Chara lui répond du tac au tac « Pas du tout, vous avez un ministre de Souaïda. » Sauf que le ministre en question, c'est le ministre de l'Agriculture, il est druze. Donc pour Chara, un druze de Souaïda représente le sunnite de Souaïda. Donc déjà, ça, le faire accepter aux sunnites, qui sont la masse, 85% du pays, qui ont payé le prix le plus cher en exode, en villes détruites, qui ne sont pas toujours pas reconstruites. On n'a pas parlé de la reconstruction. Les gens ne peuvent pas revenir chez eux parce que tout est détruit, encore une fois. Qui ont payé le prix des prisons, etc. Leur faire comprendre qu'il faut être inclusif. C'est ça le plus dur. Par exemple, il a mis une ministre, la ministre des Affaires sociales, c'est une chrétienne qui se battait pour les droits LGBT, par exemple. Une chrétienne qui se battait pour les droits LGBT dans le gouvernement actuel d'Ahmed Shah. Le gouvernement, on n'en a pas parlé aussi, qui est supposé rester 5 ans. Donc ce n'est pas un gouvernement éphémère, c'est la période de transition, le temps de faire des élections. Le ministre des Transports, c'est un alawite. Le ministre de l'Éducation, c'est un Kurde de Afrin. Afrin, la zone sur laquelle aussi la France travaille pour que les déplacés kurdes de Afrin reviennent chez eux. Ça fait partie des négos dans laquelle la France est très impliquée entre les Kurdes et le nouveau pouvoir de Damas. Donc évidemment, c'est compliqué. Évidemment, rien n'est gagné. Et il y a tous les éléments pour que ça reparte pour un tour. Ça, c'est indéniable. Et pour revenir au cœur de votre question, si ça repart en guerre civile, ils n'ont pas les moyens militaires de tenir tout le pays. Et c'est là le grand danger. Et c'est là, permettez-moi aussi, mon incompréhension du positionnement israélien actuellement. Parce que est-ce qu'une Syrie sans Chara, donc on repart dans un tour d'une guerre civile, sécurisera les frontières d'Israël ou pas? Et qui pourrait leur fournir... Mais la question c'est... Donc, qui pourrait leur fournir cette force militaire, etc. Et est-ce que l'intérêt de le faire est supérieur à... J'imagine que tout le monde se dit c'est dangereux de leur livrer des armes parce que si ça se trouve, ça tourne mal et ça redevient... C'est pas une question d'armes, c'est une question d'effectifs. Qui paye les salaires? C'est tout. S'ils arrivent à avoir assez de fonds et d'argent pour former leur armée et payer eux-mêmes les salaires sans interférence de différents bailleurs, c'est déjà un bon pas. C'est déjà un bon pas. Personne ne dit, alors on parle, il faut leur livrer des rafales ou des... voilà, on n'en est pas là. Là, on parle vraiment de sécurisation du territoire. On ne parle pas d'une force qui est capable de faire la guerre à un autre pays. Ça veut dire c'est vraiment là, on est à la base de la base. C'est-à-dire, ils font une opération contre les trafiquants dans le sud du pays. C'est pas une opération anti-drogue comme ça se fait en Europe. Ils y vont avec les 14-5, les U-23, les BMP, les T-72, parce que les trafiquants de leur côté ont la même chose. Oui, mais donc ça demande un peu de matériel. Ça demande un peu de matériel, mais on est dans... Qu'ils ne soient pas des canons à eau et voilà, des gaz lacrymaux, quoi. Mais à mon humble avis, le facteur le plus important, c'est le facteur qui va payer les salaires. Et est-ce que les gens qui sont dans les camps et qui ont passé X hiver dans les camps, été comme hiver, vont pouvoir rentrer chez eux? Parce que ces gens-là... disons, donc les camps de réfugiés. Les camps de réfugiés sunnites dans le nord-ouest, à Idlib, etc., ces gens-là, par exemple, après les massacres, là, il y a quelques jours, il y a eu, par exemple, pour le Eid, des libérations d'anciens officiers du régime. Les gens à Idlib ont dit, des gens à Idlib ont dit, mais nous, nos gens sont encore en prison. Nos gens, c'est qui? C'est les islamistes radicaux, affiliés à Al-Qaïda, affiliés à l'État islamique, toujours dans les prisons à Idlib. Donc les prisons de HTS, donc du nouveau pouvoir. Les gens dans les camps, pour eux, ils disent, pourquoi vous avez donné des compensations en argent liquide dans certains villages alaouites, et nous, on est encore dans les camps, on n'a pas de compensation.
Autre exemple du même calibre, Ahmed El-Shara a appelé une opposante alawite au régime d'Assad, qui est réfugiée en France, parce que sa famille, 3 de ses frères, se sont fait massacrer à l'attaquer, parce que alawite, alors qu'elle est opposante au régime. Donc il a appelé cette dame, il lui a dit on a fait la commission d'enquête, elle a soutenu la commission d'enquête en faisant des déclarations publiques de soutien à la commission d'enquête, ce qui aide beaucoup le bon déroulé, en disant, de cette commission, parce que c'est une figure de l'opposition. Et d'un autre côté, les parents et les familles des forces de sécurité et des combattants, donc du nouveau pouvoir, qui ont été tués à l'attaquer, on parle entre 350 et 400, ils ont dit Bachar ne nous a pas appelés à nous. Il a appelé l'opposante alawite en France. Donc, vous voyez, donc la dynamique est la suivante. On peut, nous, voir les choses d'une certaine manière, mais la priorité pour eux maintenant, c'est de sécuriser le pays et gagner la loyauté de tout le monde. Et pour gagner la loyauté de tout le monde, il faut que la reconstruction commence. Pour que la reconstruction commence, il faut que les sanctions soient levées. D'où l'intérêt de la France à que la Syrie soit stable. Et c'est pour cette raison-là que la France est moteur dans la stabilisation actuelle de la Syrie. Ce n'est pas juste du droit de l'homisme ou de l'humanisme. Il y a aussi un intérêt réel pour la France et l'Europe et la Turquie et les pays arabes que ce pays, après 54 ans de dictature, soit finalement stabilisé. Merci beaucoup, Wassim Nasr. Merci. Je rappelle qu'on peut évidemment vous retrouver très régulièrement sur France 24 et puis aussi vous suivre notamment sur les réseaux sociaux qui sont quand même une des meilleures manières de faire une sorte de veille de questions djihadistes et aussi des questions syriennes, c'est de vous suivre sur Twitter X. Merci beaucoup. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques, commentaires, notes, appréciations sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, sur Apple Podcast, sur Spotify. Les commentaires sur Spotify, ça marche bien maintenant, je peux même y répondre, donc c'est tout à fait plaisant. Tout comme notes et appréciations sur Apple Podcast, par exemple. Et sur YouTube aussi, puisque maintenant tous les épisodes sont en vidéo sur YouTube. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.